Bonsoir à tous. Donald Trump s'est payé ce soir le Madison Square Garden à New York où il a tenu le dernier grand rassemblement de sa campagne à 9 jours du vote. Attaque contre sa rivale démocrate, insulte, remarques racistes d'un humoriste sur Porto Rico alors que Donald Trump courtise les électeurs latino-américains. La soirée qui a réuni 20 000 personnes a été ponctuée de discours anti-immigration qui ont résonné auprès des partisans. De New York, Azeb Woldegurgis. Les casquettes rouges détonnent devant le Madison Square. Ils sont nombreux à avoir répondu à l'appel du rassemblement de Donald Trump en plein cœur de New York. Il y a plus de gens à Manhattan que vous pensez qui en ont marre, dit-il. Des migrants. Ils sont partout dans nos parcs. Trump est le candidat de la paix, nous dit de son côté Joe Silverstein, 24 ans, étudiant en droit. His policy with regard to the war in Ukraine, I think, is a good one. The gas on this military-industrial complex. Sa politique sur la guerre en Ukraine est la bonne, dit-il. On ne peut continuer de soutenir le complexe militaro-industriel. Brad, qui n'a pas voulu nous donner son nom de famille, a voulu voir de près le rassemblement. Il ne comprend pas la popularité de Donald Trump. Il se dit inquiet de la suite des choses. Il y a de plus en plus de haine, dit-il. He is going to use his powers to create a top-down control structure of society, which is like fascism. Trump va utiliser son pouvoir pour contrôler la société, dit-il. C'est comme le fascisme. Tout ceci ne va pas bien se terminer. À l'intérieur, les orateurs défilent. Du président de la Chambre des représentants. Vous voulez 4 années de plus de frontières ouvertes, lance-t-il, à l'ancien lutteur Hulk Hogan. Je ne vois pas de nazis ici, dit-il. Je ne vois que des travailleurs américains. Are a bunch of hard-working men and women that are real Americans, brother. Et puis, au nom de la liberté d'expression, des remarques jugées racistes qui sont tombées à plat. There's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico. Il y a une île de poubelle au milieu de l'océan, dit-il. C'est Porto Rico. Robert F. Kennedy Jr., quant à lui, à qui Donald Trump a promis un poste dans son cabinet s'il devient président, affirme ne plus reconnaître le parti démocrate de son oncle et de son père. This is not the party anymore of Martin Luther King, of Robert Kennedy, of John Kennedy. C'est maintenant le parti de Dick Cheney qui nous a donné la guerre en Irak, dit-il. C'est le parti de Wall Street, des banques. Et puis autour de J.D. Vance de s'en prendre à Kamala Harris. I'm not sure that she ever worked at McDonald's. Je ne suis pas sûr qu'elle ait travaillé dans un McDonald's, dit-il. Trump y a travaillé plus longtemps qu'elle. Et puis autour des membres de sa famille. The King of New York is back to reclaim the city. Le roi de New York est de retour pour réparer la ville, dit-il. Et puis une rare apparition de Melania Trump pour présenter son mari. President Donald J. Trump. Next Tuesday, you have to stand up and you have to tell Kamala Harris that you've done a terrible job. Kamala, you're fired. Get out, get out. You're fired. Durant son discours, Donald Trump continue de diaboliser les migrants, les qualifiant de meurtriers assoiffés de sang venus occuper le pays. À 9 jours du scrutin, les candidats sont toujours au coude à coude. Cette élection historique pourrait basculer d'un côté comme de l'autre. Ici Azeb Woldegurgis, Radio-Canada, New York. Et on retrouve maintenant à Washington, au Connecticut, Tim Naftali, historien et chercheur principal à l'Université Columbia à New York. Bonsoir, Tim. Bonsoir, Claudine. Donc, on vient de le voir, New York est un bastion démocrate. Ronald Reagan est le dernier candidat républicain à avoir remporté l'État il y a 40 ans. Les démocrates ont tenté d'associer Donald Trump aux nazis qui s'étaient rassemblés au Madison Square Garden en 1939. Donc, quelle est la stratégie de campagne de Donald Trump ce soir? Je crois qu'il y a 3 raisons pourquoi il se trouve à New York aujourd'hui. Premièrement, il aime beaucoup New York. Il aime beaucoup Madison Square Garden. Et pour lui, c'est vraiment l'apogée du succès d'être capable d'avoir une foule à Madison Square Garden. Deuxièmement, il y a des sièges au Congrès qui sont en jeu.
pas sur Manhattan, l'île de Manhattan, mais dans l'environnement. Il y a des sièges sur Long Island, il y a des sièges aussi un petit peu nord de la ville. Alors, ça vaut la peine pour lui de rassembler les républicains à New York. Mais il y a une troisième raison. Et d'après moi, c'était un piège. C'est un piège pour les démocrates. Une des attaques, une des critiques des républicains, c'est de pousser l'idée que les démocrates exagèrent la menace à la démocratie. Il veut, l'extrême droite, l'extrême gauche veut que vous pensez que nous sommes des fascistes, que nous sommes des nazis. Alors, ils ont choisi Madison Square Garden en espérant qu'il y a des analystes qui disent « Ah, c'est comme 1939, quand les German Bund, les Américains de l'origine allemande, ont eu c'était un vrai ralliement des nazis. Il y avait des symboles de l'État nazi et tout ça. Mais c'était un piège. C'était un piège pour pousser les démocrates à exagérer ce que les républicains font. D'après moi, il y avait trois raisons pourquoi ils ont choisi pour le choix de Madison Square Garden ce soir. Et on l'a entendu, il n'y a pas de nazis ici ce soir de la part de Hulk Hogan. Maintenant, Tim... Certainement, je ne suis pas surpris. Donc, Tim, on a assisté depuis environ 2 semaines à un changement de stratégie de la campagne de Kamala Harris. On est passé de la joie et l'espoir au discours sombre sur la menace, justement, que pose Donald Trump pour la démocratie. Il semble que, selon les sondages, ce n'est peut-être pas la meilleure des stratégies là, pour les démocrates. Je suis d'accord que juste en regardant les changements de sondage, on ne sait pas maintenant si les sondages sous-estiment un ou l'autre des candidats. On ne sait pas. Mais ce qu'on peut regarder, c'est le changement dans les sondages. Et depuis 2 ou 3 semaines, les changements montrent qu'il y a des votes qui vont à M. Trump, que les gens qui se décident dans les dernières semaines de la campagne ont choisi M. Trump. Historiquement, d'habitude, quand vous avez un président qui est impopulaire, et quand je dis impopulaire, c'est quelqu'un qui a moins de 40% de popularité dans les sondages. Le parti de ce président ne gagne pas à la Maison-Blanche. M. Biden n'est pas populaire. Alors, pour un représentante de son parti à gagner, elle doit représenter le changement. C'est vraiment, d'après moi, le thème qu'il faut pousser maintenant. Je suis le changement. J'étais vice-président, mais les vice-présidents ne font pas grand-chose aux États-Unis. Maintenant, c'est mon temps, c'est mon ère. Et voilà le changement que je vais amener aux États-Unis. Et je serai plus efficace en faisant ces changements que M. Trump, parce qu'on connaît M. Trump. En terminant, Tim, Kamala Harris va tenir un grand rassemblement mardi devant la Maison-Blanche pour rappeler les événements du 6 janvier. Pourquoi ces événements, la violence qu'ils ont entraînée, les morts, les arrestations, les enquêtes, n'ont pas terni l'image de Donald Trump auprès de 50% de l'électorat? Je ne peux pas vous expliquer facilement ce qui s'est passé. Mais d'après moi, historiquement, le 6 janvier aura dû être une ligne rouge. À cause, d'après moi, de la pandémie et des angoisses et les dégâts économiques de la pandémie, les gens sont complètement contre celui qui était au pouvoir. Et d'après eux, le 6 janvier est l'histoire. Et ils s'intéressent seulement au présent et à l'avenir. Et ça reste toujours aussi serré et dans la marge d'erreur. Je vous remercie beaucoup, Tim, encore une fois. Bonne fin de soirée. On se retrouve dimanche prochain. Merci, Claudine. Au revoir. À la prochaine.